Souvent, on dit que les entreprises africaines ne sont pas aux normes par rapport à celles occidentales. La première fois que ce sujet avait été abordé, j'avais écrit un article qui s'appelle « L'Afrique n'a pas besoin d'entreprises médiocres ». C'était provocateur exprès. C'est important d'avoir en tout cas un titre ou une appellation qui permet de créer un peu la polémique. Donc c'était ça à la base, même si le fond est aussi lié avec ça. Je crois vraiment que l'Afrique n'a pas besoin, ou en tout cas ne peut pas se permettre d'avoir des entreprises médiocres. Pourquoi on dit ça? On a tous l'anecdote où tu vas au restaurant et puis ton plat était censé être livré à 18h et puis ça arrivait à 22h. On a tous l'anecdote du fait où tu es allé à un mariage et puis le mariage devait commencer à 19h et ça a commencé à 23h. Et en fait, en regardant l'état actuel de l'Afrique et des besoins auxquels toutes les personnes qui viennent d'Afrique se disent qu'il y a quelque chose à faire dans nos pays, l'un des plus gros problèmes en fait qui nous freinent dans toutes les étapes de notre développement, c'est le manque d'efficacité ou de performance dans nos entreprises. Et je crois vraiment que les entreprises africaines, que ce soit les entreprises africaines de la diaspora, les entreprises africaines locales en Afrique, une grosse partie d'entre elles manquent de performance parce qu'elles ne se concentrent pas sur les bons piliers. Ou l'écriture de cet article qui était « L'Afrique n'a pas besoin d'entreprises médiocres », où le but était d'analyser en fait une centaine d'entreprises en Afrique, une centaine d'entreprises de la même qualité, enfin du même niveau en Europe, et de voir quels étaient les piliers de performance qui manquaient crucialement aux entreprises africaines pour pouvoir atteindre le même niveau de performance que celles en Europe. Et les piliers ne sont pas réellement ceux qu'on croit. Donc je suis cofondateur de la startup Landbox.io, une startup en France, et cofondateur de l'agence de marketing Mwesi 14 en Afrique notamment, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises entre 0 et 1 million d'euros à atteindre leur prochain pic de croissance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prestataire Africa. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes de la diaspora. Là aujourd'hui on a un invité de marque qui va nous parler de ce sujet en profondeur. On va en parler en globalité, donc de savoir pourquoi est-ce que les entreprises africaines sont en retard et moins performantes par rapport à celles occidentales. Pour cela on a JB aujourd'hui, donc est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour, je m'appelle JB Tatias, je me définis comme un business analyst et un marketing stratégiste. Donc en fait je suis passionné de business, je suis passionné de marketing, je suis surtout passionné de stratégie. Donc je suis cofondateur de la startup Landbox.io, une startup en France, et cofondateur de l'agence de marketing Mwesi 14 en Afrique notamment, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises entre 0 et 1 million d'euros à atteindre leur prochain pic de croissance. Tu peux te présenter, mais même si on te connaît déjà. Ouais, moi, je suis Diallo Tchamamadou, je suis ingénieur informatique. Je suis avec Karim, c'est Prestataire Africa. Il y a deux autres personnes que vous ne voyez pas derrière. JB, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à savoir. Souvent, on dit que les entreprises africaines ne sont pas donc aux normes par rapport à celles occidentales. La première fois que ce sujet avait été abordé, j'avais écrit un article qui s'appelle « L'Afrique n'a pas besoin d'entreprises médiocres ». C'était provocateur exprès. C'est important d'avoir en tout cas un titre ou une appellation qui permet de créer un peu la polémique. Donc c'était ça à la base, même si le fond est aussi lié avec ça. Je crois vraiment que l'Afrique n'a pas besoin, ou en tout cas ne peut pas se permettre d'avoir des entreprises médiocres. Pourquoi on dit ça? On a tous l'anecdote où tu vas au restaurant et puis ton plat était censé être livré à 18h et puis ça arrivait à 22h. On a tous l'anecdote du fait où tu es allé à un mariage et puis le mariage devait commencer à 19h et ça a commencé à 23h. Et en fait, en regardant l'état actuel de l'Afrique et des besoins auxquels toutes les personnes qui viennent d'Afrique se disent qu'il y a quelque chose à faire dans nos pays, l'un des plus gros problèmes en fait qui nous freinent dans toutes les étapes de notre développement, c'est le manque d'efficacité ou de performance dans nos entreprises. Et je crois vraiment que les entreprises africaines, que ce soit les entreprises africaines de la diaspora, les entreprises africaines locales en Afrique, une grosse partie d'entre elles manquent de performance parce qu'elles ne se concentrent pas sur les bons piliers. Ou l'écriture de cet article qui était « L'Afrique n'a pas besoin d'entreprises médiocres », où le but était d'analyser en fait une centaine d'entreprises en Afrique, une centaine d'entreprises de la même qualité, enfin du même niveau en Europe, et de voir quels étaient les piliers de performance qui manquaient crucialement aux entreprises africaines pour pouvoir atteindre le même niveau de performance que celles en Europe. Et les piliers ne sont pas réellement ceux qu'on croit. Ok, qu'est-ce qui en sortait du coup comme piliers synthèse en fait, d'analyse? Au premier abord, on dirait il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est pas tellement ça. Quand on remet dans le contexte, c'est pas ça les plus gros freins. Les premiers freins, en fait, sont avant tout des freins sur 3 piliers principaux, que j'appelle les 3 V. Donc, le premier pilier, c'est la vision. Le deuxième pilier, c'est le véhicule de production. Ouais. Et le troisième pilier, c'est la vertu. Ok. Vision, véhicule, vertu, ce sont les 3 piliers. Bon, je pourrais approfondir un peu Mais ok, 3 piliers. moi je me disais surtout c'est lié justement à ce que tu disais, c'est qu'on ne peut pas comparer des entreprises donc africaines qui sont dans un contexte socio-économique, politique complètement différent avec nos réalités par rapport à celle occidentale. Mais du coup toi tu écartes ça.
Du coup, tu peux nous parler de ces 3 V là De alors? l'électricité, par exemple, de l'électricité, de l'Internet. Quand on parle de performance, parce que je pense que c'est la première chose, il faut comprendre ce que j'appelle par performance. En fait, j'ai pas calculé la performance en fonction du niveau d'efficacité globale, c'est-à-dire une entreprise en Europe, par exemple, qui arrive à délivrer 50% de, je sais pas, 50 barils de pétrole par jour. Une entreprise de même taille, avec le même nombre d'employés, en Europe, avec plus ou moins les mêmes ressources en Europe, va arriver à délivrer 2, 3, 4, 5 à 10 fois plus de résultats qu'une entreprise en Afrique parce qu'elle ne paie pas l'électricité au même prix. Elle n'a pas les mêmes problématiques de coupure de courant qui fait que quand tu dois dimensionner une usine en Afrique, tu dois dimensionner quasiment le prix même de ton usine. Tu dois faire x2 parce que tu dois mettre la production électrique par des groupes électrogènes. C'est pas ce à quoi une entreprise qui fonctionne ou qui se lance en Europe a comme problématique. Exactement. Les coûts de l'Internet ne sont pas les mêmes. Les coûts des infrastructures et des déplacements logistiques ne sont pas les mêmes. Donc, je comprends totalement toutes ces problématiques. Mais en fait, j'ai ramené pour mettre un peu à plat les différences vis-à-vis de ce niveau-là, j'ai ramené tout au niveau de qualité délivrée au client final par rapport aux attentes de ce client final. Donc ça veut dire qu'en fait, je regarde l'efficacité d'une entreprise dans son contexte local. Les attentes d'un client européen ne sont pas les mêmes attentes qu'un client africain nécessairement, ou les mêmes attentes qu'un client asiatique ou qu'un client d'ailleurs. Et le client local sait aussi comprendre les difficultés qui sont liées au contexte, le fait qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'internet facile, ainsi de suite. Le consommateur final sait voir ces problématiques. Ça n'empêche pas que malgré tout ça, même en prenant en compte tout ça, il y a quand même un gros gap. Un exemple simple pour simplifier ce que je dis, quand un Africain de la diaspora va dans un resto africain, quand il va dans un resto européen, il s'attend à être livré dans les 30 minutes. Quand il va dans un resto africain, il est prêt à accepter d'avoir 1 heure de retard. Mais 3 heures, c'est trop, ou 2 heures, c'est trop. Ça, ça veut dire. Il y a quand même un gap entre le fait que la personne comprenne le contexte et même. Ça, c'est déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je ne parle pas du fait qu'on ne soit pas seulement efficace quand on est dans le contexte africain. Parce qu'il y a des entreprises africaines de la diaspora qui ont les mêmes problématiques de retard et qui ont les problématiques de manque d'efficacité qu'on retrouve chez des entreprises en Afrique, localement. C'est ça. Parfois, même les entreprises en Afrique sont plus efficaces en termes de délivrabilité, de temps de délivrance, de valeur délivrée que des entreprises de la diaspora qui sont en Europe. Donc, en fait, l'environnement peut être lissé. En tout cas, moi, dans mes considérations, j'ai lissé l'environnement pour regarder sur d'autres aspects qui, de mon point de vue, si ces 3 aspects, donc vision, véhicule, vertu, sont travaillés proprement, ça va élever le niveau de tout le monde de façon globale. Donc toi, aujourd'hui, si tu as une entreprise qui est installée localement en Afrique, si tu veux être vraiment le plus qualifié possible, tu travailleras sur quoi exactement? Chacun d'entre nous, à son niveau, se plaint de ces choses-là. Donc tout le monde en réalité on sait déjà quelque chose parce qu'en tant que client, tu as ressenti le travail avec une entreprise africaine ou de la diaspora et tu as ressenti un manque de qualité, un manque de machin. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que je ne le dis pas en blâmant les autres. On en est tous responsables. C'est compréhensible pour une entreprise qui est à son niveau de démarrage d'avoir quelques couacs. Moi, j'ai eu des couacs avec plein de clients. Et je me suis excusé. J'ai eu des couacs avec plein de partenaires. Bon, déjà, les entreprises africaines ne sont pas douées pour accepter quand on s'excuse. Quand tu travailles avec un Africain, tu fais une dinguerie, tout de suite, c'est la merde. Non, on peut s'excuser quand on a du mal, surtout quand on est dans le démarrage de son entreprise. Dans les débuts, l'accélération est forte, la croissance, on a du mal à suivre, c'est normal qu'il y ait quelques couacs. Mais c'est un problème qui se passe aussi chez les entreprises déjà bien avancées. Donc pourquoi je sais que c'est un problème? Parce que moi, j'ai les pieds dans les deux. J'ai une entreprise en Europe avec des associés d'Europe et d'Afrique, avec des employés européens, dans un contexte européen où on sert des clients européens. Donc je connais totalement comment ça fonctionne dans ce contexte. Et j'ai aussi une entreprise africaine avec des clients d'Afrique et de partout, avec des employés d'Afrique. Donc je connais aussi le vivier sur place. Ayant ces 2 points, déjà ça me donne un œil assez particulier parce que je peux savoir un peu les différences de gestion et d'opérationnalisation des 2 niveaux. Maintenant, c'est une entreprise dans un cadre particulier, c'est une agence de marketing, donc c'est un domaine dans lequel en plus les problématiques de pas d'électricité, pas d'eau sont assez lissées en réalité. C'est pas comme l'industrie, là aussi tu es en industrie, c'est des problématiques qui pèsent plus sur toi. Moi, dans mon domaine, ça ne pèse pas plus sur moi. Mais en plus de ça, mon agence de marketing, les clients que j'ai sont des clients en Afrique pour la plupart. Donc, je vois les problématiques que leurs entreprises ont. Je vois les choses qui en réalité gèrent leur croissance et leur performance. Là où elles regardent, mais c'est parce qu'on n'a pas d'électricité, pas d'eau. Je vois que les problèmes sont ailleurs.
Donc cette position dans les deux zones me donne un œil assez particulier pour savoir qu'il y a d'autres problématiques. Donc je voulais quand même commencer par ça pour pas qu'on me jette trop des pierres. Okay. Encore une fois, mon approche n'était pas de rechercher la petite bête pour faire polémique. Mon approche était vraiment de chercher honnêtement quels sont les piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour faire mieux en fait. Pour aller plus loin, parce que je crois que si les entreprises africaines performent mieux, tout le monde s'en sort mieux, le continent s'en sort mieux et la vie avance. Au-delà de l'électricité là dont on parlait, tu vois, quand moi je parlais même de contexte socio-économique et tout ça, il y a la formation. Peut-être que les ressources en Afrique ne sont pas formées de la même manière. C'est-à-dire qu'avec les attentes, l'expertise ou les choses qu'on tolère donc par rapport au code européen ne sont pas les mêmes par rapport à celui d'Afrique. Du coup, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont acceptables là-bas, pas ici. Et du coup, peut-être qu'il y a tous ces codes-là adaptés à nous, Africains, que nous, on comprend. L'avantage aussi, c'est que si toi, tu n'avais pas vécu en Afrique, peut-être qu'il y a même certaines choses que tu n'aurais pas comprises. Mais là, c'est du fait que tu as vécu là-bas. Du coup, tu as l'œil donc du local. Et aussi, vu que tu es là, tu arrives à capter les deux. Mais il faut peut-être prendre en compte aussi ces codes-là, tu vois. En fait, j'irais plus loin. Ce que je dirais, c'est que si on mettait la même électricité qu'ici, en Afrique, qu'on mettait la même formation qu'en Afrique, qu'on mettait la même Internet qu'en Afrique. Parce que, encore une fois, je le redis, les entreprises de la diaspora africaine qui sont en Europe ont la même problématique alors qu'ils sont en Europe. Mais quand tu parles de diaspora, donc tu parles d'une personne qui est venue de l'Afrique, qui est de la diaspora. Donc là, c'est différent parce qu'il a déjà le produit. Même ceux qui sont ici et qui lancent leur entreprise. Ah ouais, ok. En fait, ça, c'est autre chose. Donc pour toi, c'est quoi exactement? On le sait tous. On va tous des restaurants africains. Là, c'est même parfois des fondateurs qui sont nés et grandis en Europe. Et qui sont de la diaspora africaine. Le but d'avoir ce genre de positionnement, c'est que les gens puissent ne pas être d'accord. Les gens puissent me dire, j'y vais, tu racontes de la merde. Et c'est tant mieux. Au moins qu'on ait ce discours. Parce que tout le monde le sait, tout le monde le dit. Nos entreprises manquent de performance et d'efficacité. Quand tu vas au niveau local, on viendra sur les piliers parce que voilà, j'ai envie de creuser ce que vous dites. Mais je suis allé dans un restaurant. Alors, c'est pas dans tous les pays. C'est une surgénéralisation exprès pour pouvoir appuyer sur quelque chose et qu'on en discute. En vrai, il y a des très bonnes entreprises aussi. Mais en termes de pourcentage, on n'y est pas. C'est sûr. Si tu prends la plupart d'entreprises qui font du professionnel en Europe et la plupart d'entreprises qui sont très professionnelles en Afrique, en termes de pourcentage, on n'est pas. On est peut-être Mais si aujourd'hui, toi, tu devrais donner 3 choses. Pour toi, c'est Dieu à 3 choses exactes. Vision, véhicule, vertu. Et je vais te détailler ça. Je te donne un exemple. Donc, je dis, tu prends Internet, tu mets. Tu prends l'électricité, tu copies. Tu prends la formation, tu copies. Si le mindset des entreprises locales ne change pas, on va toujours être dernier. Donc pour toi, c'est culturel, quoi. C'est mental aussi. C'est pas culturel. C'est trop facile de mettre dans le culturel. Il était 3 piliers. Je vais les détailler. Comme ça, c'est plus simple. Parce qu'il y a une partie qui est culturelle, mais il y a une partie qui ne l'est pas. La première problématique, c'est la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est juste la volonté de se dire qu'on va faire grand. On connaît tous la tantine qui a toujours fait les beignets au pays, au coin de la rue, qui a fait les beignets la première année, que 20 ans après, elle continue de faire les beignets et qu'elle meurt là en faisant les beignets. Et elle est contente que oui, j'ai envoyé mon enfant faire les études en France grâce à l'argent des beignets. Et tout le monde se gargarise. Regardez la tantine, elle a envoyé son enfant en France avec les beignets. Moi, je me dis, mais quelle force d'avoir réussi à envoyer son enfant en France avec les beignets ou alors aux États-Unis en vendant les beignets. C'est déjà énorme. Mais vous imaginez si cette tantine avait pu multiplier son business et aller plus loin. Les Chinois sont arrivés au pays, ils n'ont pas traîné. Et quand je dis la tantine des beignets, c'est pas elle que j'accuse. Les enfants qu'elle a envoyés en Europe et qui sont revenus et qui laissent encore la maman continuer de faire les beignets jusqu'à X temps. Mais les Africains, les Chinois, quand ils sont arrivés au Cameroun, les premières années, ils ont commencé à faire les beignets, ils ont commencé à faire le manioc, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai regardé sur TikTok dernièrement, ils ont créé une machine à faire les beignets en masse. Donc tu mets la farine dans la machine et tu passes à de l'huile, ça te sort les beignets en masse et c'est des micates et bien ronds de bonne qualité. Tu vois. Le manque de vision, c'est une grosse partie du travail qu'on fait quand vous avez rejoint le programme. C'était quoi? De travailler sur la vision. On a passé combien de temps sur le mindset? À chaque fois que je passais mon temps à dire aux gens, arrête de regarder petit, pense plus grand. Arrête de regarder petit, pense plus grand. Une entreprise qui s'ouvre, beaucoup de nos entreprises qu'on lance dans la diaspora ou même au niveau local en Afrique, on les ouvre pour manger. Et ça c'est problématique. On les ouvre pour manger, pour faire un peu plus d'argent que d'habitude ou alors pour se mettre bien. Une entreprise qui se monte pour devenir le leader d'Afrique des jus de fruits ou pour régler le problème du cancer en Afrique, c'est pas une entreprise qui va avoir le même niveau de puissance et d'efficacité. Même de mentalité, de réflexion. Que celui qui se lève parce qu'il veut faire sa clinique, parce qu'on lui a dit que la clinique fonctionne bien. 80%, j'abuse à peine du chiffre, des entreprises en Afrique se lancent parce que l'objectif c'est apparemment ça marche. C'est ça. Ou copier. Voilà, mais il faut copier. Apparemment ça c'est ce qui marche bien, donc on va aussi essayer de faire ça. Et puis demain, apparemment ça marche bien, on va essayer. Donc quelqu'un qui se lance avec le mindset de apparemment c'est ça qui marche en ce moment, donc on va faire, c'est pas, son niveau de vision est bas. Donc on récupère les résultats d'un niveau de vision bas. C'est pour ça que le résultat est bas.
C'est pas c'est pas qu'il n'y a pas d'électricité ou l'eau. Parce qu'on est suffisamment ingénieux et intelligent en Afrique pour réussir à développer un haut niveau de performance malgré l'électricité, malgré l'eau et malgré tout ça, j'en suis convaincu. On ne manque pas de ressources, on manque pas de... regardez une entreprise comme M-Pesa. Ils n'ont pas dit, oui, ici, il n'y a pas Internet, il n'y a pas franchement. Non, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a une carte SIM, tout le monde a Internet. Bien avant les PayPal, bien avant tous ces trucs-là, M-Pesa a lancé la digitalisation et le mobile money avant que tout le monde n'y pense. Parce que quand tu es dans un contexte restrictif, ça va aussi te penser à innover de façon ouf. Aujourd'hui, l'Afrique est en avance du mobile money par rapport à en Europe. Oui, largement, largement. C'est maintenant qu'ils mettent au euro. Bien sûr. Donc, le mobile money, pour moi, la preuve que c'est pas le manque d'internet ou d'eau qui pose problème. En Afrique, on peut faire des trucs de ouf avec notre contexte innové. C'est un manque de vision pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, M-Pesa, son fondateur, n'est pas un Africain de la maison. C'est vrai? On présente souvent le CEO de machin ainsi, mais le fondateur de M-Pesa n'est pas un Africain de la maison. Ah ouais, ok. Et c'est comme les applications de transfert d'argent, quoi. C'est comme la plupart des choses que l'on voit. Moi, ça me dérange pas, mais parmi les grosses boîtes d'Afrique, il n'y en a pas beaucoup, même en Afrique, qui sont des Africains de la maison. Ça me dérange pas, c'est très bien parce que on est fiers de ces entreprises africaines, mais voilà, pour beaucoup d'entre elles, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc pour moi, c'est le premier problème, la vision. La vision est petite. Une vision petite se traduit dans plein d'autres aspects. Ça se traduit dans la façon dont on communique la vision. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi ta solution pour ça? Déjà, se connecter avec la vision. Je parle à beaucoup d'entreprises où le fondateur sait globalement pourquoi il a lancé son entreprise. D'où le fait qu'il faut cultiver ça dès le début. Le petit chinois, il évolue déjà, on l'enseigne dès le début, qu'il doit créer une structure qui va répondre à un problème précis de son pays, mais niveau, par exemple, national. C'est-à-dire que lui, à chaque fois, comme la façon dont il grandit, j'ai envie d'être le plus grand pâtissier, créer le plus d'usines dans le domaine, par exemple, de tel secteur. Et du coup, chacun d'entre eux déjà évolue, grandit avec une vision bien donnée. Du coup, ce qui fait que si tu viens toucher donc, ceux qui sont déjà en haut, et que tu ne viens pas toucher les élèves, dès le début tu les enseignes ça, qu'il y a les problématiques là de son pays, de son continent, et que tu les inculques ça, et qu'ils grandissent avec ça, ils vont pas avoir ce truc là. J'y croyais avant TikTok. C'est vrai? J'y croyais avant TikTok et Instagram. Aujourd'hui c'est plus vrai. C'est-à-dire? Parce que quand... Bon, je sais pas ce qui fait vraiment le petit chinois ou alors ce en quoi il croit. Je sais pas. Okay. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que de façon globale, quand tu es en Chine, la Chine a un plan directeur. La Chine a dit, en telle année, on va devenir les leaders du monde. Donc, le petit chinois potentiellement n'a même pas besoin, lui, de vouloir être lui-même le plus grand pâtissier. Il est dans un pays dont l'ambition du pays est de devenir le pré-pâtissier. Oui, voilà. Donc, je comprends totalement. Lui n'avait pas besoin de TikTok ou d'Instagram. Nous, on a TikTok et Instagram. Toutes nos jeunes filles de nos pays savent comment ouvrir des comptes OnlyFans. Tous nos jeunes gars de nos pays savent comment faire les clips de rap et faire l'argent sur Internet et balancer les billets comme les Américains. Tout le monde connaît la forme d'un hamburger. Donc, mais à la fin, on est suffisamment exposé au monde extérieur pour savoir qu'il y a plus que le quotidien. Et que les performances... En fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains sont inspirés en ligne. Et beaucoup ont envie de faire des grandes choses parce qu'ils voient que c'est possible et que d'autres dans d'autres pays ont fait différemment. Donc, je refuse d'être enfermé dans un cadre qui dit que parce qu'il n'y a pas d'éducation au niveau local et que ça empêche les Africains d'avoir une grande vision. Non, la vision... Il y avait Chun Yang qui était venu au premier Back to Africa. Il a grandi dans un contexte purement du pays. Déjà dans le contexte du pays, ça n'a pas empêché d'avoir cette vision qu'il faut aller plus loin. Ce que je dis, c'est que déjà maintenant tu as TikTok, donc on n'a plus d'excuses pour pouvoir avoir une plus grosse... Mais l'Amérique a changé beaucoup sa mentalité, tu vois. Peut-être, mais on est quand même exposé au monde extérieur. Il n'y a plus que l'Amérique, il y a la Chine, il y a la Corée, il y a l'Amérique du Sud, il y a plein de pays où on est exposé déjà. Mais en plus, moi j'ai pas besoin que tout le monde aborde ça. J'ai pas besoin que 90% des entreprises aient une grosse vision. Mais si aujourd'hui on est à 3%, on a moins d'atteindre 15, moins d'atteindre 30, moins d'atteindre 40. Ça c'est mon combat. Que tout le monde se dise, il faut avoir une vision plus grosse que juste manger. Disons que tu as pas des beignets. Si moi par exemple je fais des beignets en Afrique, je vais pas faire des beignets comme la maman va faire. Moi je vais faire des beignets avec une vision de grossir au fur et à mesure des années. Je suis pas contre l'artisan local. Il faut toujours qu'il y ait des mamans qui font des beignets, ainsi de suite. Moi je suis contre le fait que ce soit le seul positionnement de ce domaine-là. Parce que à un moment ou à un autre, tous ces domaines vont être ubérisés. La question c'est qui va le faire. C'est ça. Si c'est fait par quelqu'un qui a une bonne vision interne de faire quelque chose de grand, et on parlera du troisième aspect qui est la vertu, mais de faire quelque chose de grand en termes de vision, mais aussi de vertueux, ça va nous sauver de nous. Parce que si c'est pas nous,
Ceux qui vont arriver pour faire les C'est beignets sûr. de nos mamans demain, ils vont pas le faire petitement. Ouais, Ils vont le c'est faire sûr. gros, te C'est ce mettre que je tout ce dirais. maman-là au chômage c'est dehors et puis sûr. ça sera fini. C'est comme le problème de la diaspora. Oui. C'est que Oui. ça fait des générations qu'on vient ici. On rencontre plein de problèmes à la diaspora. Mais combien d'entrepreneurs de la diaspora que tu connais qui disent que chacun sacrifie pour dire que moi, je résous tel problème de la diaspora pour que la future génération qui viendra dans 20 Avec une 35 grande ans, vision. avec une grande vision, ne Exactement. vienne pas tomber dans les mêmes travers dans lesquels moi, je Il suis y en a tombé. pas assez. Tu n'en as pas assez, Ouais. tu vois. Maintenant, Et, j'aimerais quand même dire que si chacun dans son pays motive à une plus grande vision, si les entreprises, en tout cas, les entrepreneurs qui sont parmi les piliers de l'économie d'un pays et du développement d'un pays, Ouais. si les entrepreneurs se motivent pour dire il nous faut une plus grande vision, Ouais. c'est bien. Si à cause de ce discours qu'on a ici, un politique se dit qu'il est temps qu'on rêve un peu plus grand, un président peut-être, je ne dis pas que les présidents vont nous écouter, ils n'en ont rien à faire de nous, mais Ouais. ils ne connaissent pas. Mais supposons que quelqu'un un jour, je sais pas, le président de tel pays se balade sur TikTok et puis qu'il voit une vidéo de quelqu'un qui dit si seulement on avait un président qui avait une grande vision, ben ce serait déjà ça de gagnant en fait. Parce qu'il suffit d'une personne qui a une bonne vision, une deuxième prend le pas, ainsi de c'est suite. vrai. Et pour moi, c'est un aspect aussi non négligeable, c'est qu'une grande vision sécurise un business. Parce qu'encore une fois, celui qui se bat pour être le leader de thé du pays n'est pas le même que celui qui se bat parce que apparemment le thé ça fonctionne. Exactement. C'est pas Je suis la d'accord avec ça. Ils vont pas atteindre le même niveau. Ok. C'est vrai. Donc une grande vision, pour moi, ça commence par ça. Il y a plein de façons de faire une grande vision. Je pense qu'on n'aura pas le temps de discuter ici du Ok. comment. Ok. Mais une grande vision, ça c'est nécessaire. Et un aspect important, si tu veux, pratique de comment ça se traduit une grande vision, c'est demander à l'entreprise, est-ce que tu as déjà ta planification de ton objectif à 5 ans? 5 ans ou 10 ans, ouais. La plupart des entreprises n'ont pas de planification de leur objectif à 5 ans. Commencez par là. Je ne parle même pas de trucs fancy parce que quand on accompagne des entreprises dedans, on fait des trucs un peu plus compliqués, ainsi de suite. Mais voilà, juste où est-ce que tu vas être dans 5 ans? C'est déjà ça. Et aussi, si tu pouvais changer le monde demain, si on te donnait 1 milliard et tu pouvais changer le monde demain, qu'est-ce que tu changerais dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Comment tu ferais les choses mieux? C'est juste cette question-là qui ouvre l'esprit. Ok. Si aujourd'hui tu avais l'argent illimité pour ce projet d'entreprise que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu irais? Comment tu te développerais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? À quel niveau, quel est le niveau haut à quoi ressemble ton entreprise? Quand j'ai lancé l'agence de marketing, j'ai dit, quand j'ai rejoint avec un associé qui est au Congo, l'agence de marketing, j'ai dit tout de suite, ok, on va pas faire une agence de marketing pour que ce soit un niveau standard. On veut avoir le niveau international. On va pas y arriver dès le début, ça va prendre du temps. Mais on veut le niveau international. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit une entreprise qui est au Maroc, aux États-Unis, en France, qui prend nos services, elle doit sentir le niveau de qualité différent. Ça, c'est un. Et puis l'ambition, c'est d'être la plus grosse agence de marketing d'Afrique. Peut-être qu'on va pas arriver demain, on va alors s'arrêter à Afrique centrale. Mais c'est C'est l'ambition. déjà ça. Donc, Ok. avec un bureau, moi j'imagine un bureau de 1000 étages là où à chaque étage, donc en bas tu as une école de marketing, en haut tu as, je sais pas, information, au milieu tu as les meilleurs marketeurs du monde qui viennent faire machin, et que demain le grand colloque de la maîtrise de marketing stratégique, ça se fasse dans un pays d'Afrique par exemple. Ok. Là je serais content, j'aurais fini ma life sur le Ok, marketing. ok, j'aurais sur tout la le temps. vision, moi je suis totalement d'accord avec toi, Ouais. c'est clair. On Et comprend bien maintenant que tu le l'expliques, deuxième ouais. point, c'était... Ok, le deuxième point c'est les véhicules. Je pense que c'est les deux autres points, c'est assez concret. Le véhicule, c'est l'efficacité de l'outil de production. Mais de l'outil de la stratégie de production de bout en bout. Le produit? Il y a le produit qui compte dans le jeu, mais il y a aussi l'acquisition. Si tu veux, une entreprise, je la découpe en plusieurs cases. Il y a la case commerciale, donc aller chercher le client. Si on veut mettre la case marketing avant, bon, disons que tu as la case marketing, donc aller chercher le client là où il est. Ensuite, à la case commerciale, convertir ce prospect en client. Donc, le marketing va chercher le prospect là où il est. Le commercial convertit le prospect en client. Après, tu as maintenant, une fois que le client est rentré, la delivery. Donc, délivrer le résultat promis. Donc, l'opérationnel, si tu veux. Donc là, c'est les services techniques, ainsi de suite. L'opérationnel doit délivrer ce résultat. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a le service client pendant la réception de la prestation et après la réception de la prestation. Et puis, tu as ensuite l'accélération, c'est-à-dire comment on prend un client qui est passé pour nous pour le faire accélérer à un niveau plus VIP, prolonger, si tu veux, la relation sur le long terme, si tu veux. Ok. Et sur ce parcours-là, et puis après, tu as la fin de vie. On peut considérer la fin de vie comme différentes choses. Comment, quand on se sépare avec un client, on n'est pas obligé de se séparer dans la douleur, ça peut se Non, faire non. bien, ainsi de suite. Et ce que je dis pour les clients vaut pour les prestataires et vaut pour les partenaires et prestataires et vaut aussi pour les employés. Donc, il y a ces Ok. trois piliers pour moi dans la partie véhicule, qui est le deuxième pilier. Donc, dans le véhicule, tu as la machine de production pour la partie client, la machine de production pour la partie employé, la machine de production pour la partie partenaire. Ok. Ces trois aspects-là sont bâclés chez nous. Ok. Et si je prends un symptôme classique de ces trois aspects, c'est le service client.
On a l'un des services clients les plus pourris de toute génération de pays confondus. Il est horrible, le service client. Donc, pendant et après, le service client et le service support, c'est horrible. La plupart des pays d'Afrique ne calculent pas ça. Alors, service client, c'est un symptôme. Le marketing. Un exemple de service client. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas quand ça touche l'informel. Ce qui me pose problème, c'est quand ça touche des vraies entreprises structurées. Et c'est pas une critique. C'est qu'on est dans des économies de business là où jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a 10 ans peut-être, on pouvait encore s'en sortir en se disant j'ai pignon sur rue, donc j'ai mon entreprise qui est installée quelque part, je connais mes 15 premiers clients principaux, le bouche-oreille fera le reste du travail, c'est des amis, même si je foire plus ou moins, bon je suis le seul banquier, le seul boulanger, le seul libraire du quartier, ça va. Et donc les entreprises se sont habituées à ce confort. Vous êtes seulement 2 entreprises dans chaque domaine d'activité. Vous avez plus ou moins un monopole. Les gens continuent d'acheter chez vous que vous fassiez du bon travail ou pas parce que de toute façon vous êtes les seuls et ça passe. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, les entreprises africaines qui ne se renouvellent pas vont encore plus couler parce que quand les entreprises internationales voient que le marché va, quand elles arrivent avec le bon niveau de qualité, le bon niveau d'exigence, les bons capitaux, la bonne vision, ils arrivent en force. Et donc quand ils arrivent, ils absorbent tout. Ils bousillent ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on ne pourra pas se plaindre. Ça fait 20 ans que vous êtes sur le terrain, rien ne change. Je suis allé à Abidjan l'année dernière. Franchement, j'ai vu des magasins qui arrivent, qui sortent de sous terre des Chinois. C'est comme en Europe. Ça veut dire que les magasins qui sont à côté, il n'y a plus de clients, tout le monde vient chez eux, ils emploient tout le monde, c'est incroyable. J'ai beaucoup d'amis sénégalais qui se plaignent de ça aussi. Et on ne peut pas seulement dire mais c'est parce qu'ils sont venus avec plus d'argent. Parce que je suis convaincu que s'il y a une entreprise d'un Sénégalais ou d'un Malien ou d'un Ivoirien qui a un très bon niveau de qualité mais qui est juste plus petit et ainsi de suite, les gens vont continuer d'aller chez lui parce que c'est le frère du quartier et il fait de la bonne qualité, on n'a jamais de problème avec lui. Mais c'est lorsque la grosse entreprise arrive, elle n'en rafle pas une. Elle va venir mettre au chômage une cinquantaine de nos locaux qui ne gèrent pas le travail de la bonne façon. Exactement. Et ton troisième point, j'y vais. Le troisième point, j'ai parlé de vision, j'ai parlé de véhicule. Le dernier, c'est la vertu. La vertu, pour moi, c'est la capacité d'une entreprise à avoir un net positif sur la société dans laquelle elle est implantée, au-delà de son bénéfice. C'est-à-dire l'impact L'impact au-delà du bénéfice. Parce que je prends une entreprise lambda classique en Afrique, lambda, voilà. Elle a une vision correcte de faire de l'argent. Comme elle est parfois la seule, ou alors vous êtes 2 sur le terrain ou 3 sur le terrain, l'entreprise fait de l'argent pas mal. Elle met en place un véhicule d'acquisition qui se base principalement sur le bouche-oreille, donc pas de marketing, pas de service client, mais elle accumule de l'argent. Cet argent n'est pas réinvesti pour la vision, n'est pas non plus réinvesti pour la vertu. Il n'y a pas d'impact social des entreprises localement. Il n'y a pas de développement. C'est des entreprises comme Total qui viennent chez nous, qui construisent des écoles ou des trucs comme ça. C'est pas des entreprises locales. Ils ramènent les capitaux. Ils ramènent les capitaux. Bon, ils nous... Voilà, mais ils en profitent pour construire 2-3 écoles, 2-3 trucs comme ça. Mais en fait, les entreprises locales qui sont nombreuses, qui se sont engrossées au niveau local, qui ont mangé à fond, qui ont mis des bénéfices, qui construisent des grosses prados, sont où pour les actions locales? Il n'y en a pas beaucoup. Mais la vertu ne s'arrête pas là. Le traitement des employés. Beaucoup d'entreprises ont des employés que ça fait 30 ans que l'employé est là. Toujours au même poste. Il n'y a même pas ne serait-ce qu'un système dans l'entreprise d'augmentation du niveau de compétence des employés qui sont là locales. On estime que si on a quelqu'un qui est rentré jardinier, il doit rester jardinier 40 ans. S'il y a quelqu'un qui est rentré maçon, il doit rester aide-maçon 40 ans. C'est dommage. Parce que c'est un peu lié à la vision en soi. Non, oui, en fait, il y a des entreprises où la personne elle est stagiaire pendant 7 ans par exemple. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Dans la plupart des entreprises africaines, il n'y a pas même de système de formation interne où l'entreprise se dit je vais payer pour m'assurer que mes employés qui sont là depuis 5 ans montent d'un niveau. Ça doit être la base. Tu as des employés qui sont là depuis 5 ans, ils doivent monter d'un niveau pour qu'en fasse rentrer d'autres personnes en bas. Le but normalement d'une entreprise, c'est que tu viens, tu travailles, tu développes et puis tu te retires. Et tu mets en place un système de management pour que ça travaille pour toi. Nous, comme on aime être des fonctionnaires ou des employés, on veut seulement travailler nous-mêmes, être à la tête de tout gérer jusqu'au bout. Et être appelé, je suis le directeur. Et être appelé directeur. Donc un directeur seulement qui est assis là, qui verrouille tous les postes, personne n'évolue dans l'entreprise. Et on s'étonne après quand les entreprises internationales arrivent. Moi, j'ai eu le cas quand on a voulu recruter au démarrage au Congo. Alors, il y a la problématique de salaire que je comprends bien. Une entreprise internationale qui arrive, qui a plein de capitaux, c'est plus facile pour quelqu'un de qualifié d'aller travailler chez elle que de venir travailler pour une entreprise congolaise. Mais moi, j'ai eu le cas de gens qui me disaient, je ne veux pas venir travailler chez toi parce qu'on sait que l'entreprise congolaise, une fois que je rentre là, je vais stagner.
Je ne vais pas évoluer, je ne vais pas aller plus loin. De perspective d'évolution. Voilà, même si l'entreprise fait plus d'argent, moi, je vais stagner. Donc, je crois que la moitié du budget consacré à mon entreprise, parce que quand on démarre une entreprise, on pourra en parler dans notre podcast, quand tu démarres en Afrique pendant les 1 année et demie, 2 ans, si tu veux respecter les 3 piliers, tu vas dépenser beaucoup d'argent, même si l'entreprise rapporte. Mais pendant les 2-3 premières années, il y a un sacrifice à faire sur la formation des équipes, sur l'aspect social et ainsi de suite. Mais je crois que la moitié du budget est consacrée aux formations. Parce qu'en fait, il faut que tes équipes augmentent de niveau, déjà, ne serait-ce que pour rattraper le niveau des autres. Mais en plus, parce que eux, quand ils augmentent, ils te déchargent de certaines tâches que d'autres peuvent venir renflouer derrière. Donc, c'est cette stratégie que tu utilises aujourd'hui. Bien sûr. Même tu peux prétendre à chercher d'autres types de clients. Toi, tu vises plus loin. Tu peux augmenter la qualité de tes clients, la qualité de ton service, parce que tes équipes sont toujours un peu plus formées, un peu plus améliorées, ainsi de suite. C'est-à-dire que aujourd'hui, on regarde ça comme quelque chose où c'est un... Comment dire? On peut faire sans. Pour moi, c'est obligatoire. Sinon, on va se faire manger. Il nous reste 10 ans pour les entreprises africaines locales. Là, on est qui sont aussi des membres de la diaspora qui rentrent. Mais ce qui me fait mal, et c'est cela que j'ai comme la plupart de mes clients, c'est que ce sont des entreprises de 10, 15, 20 ans. Elles sont là, des entreprises créées par des Africains en Afrique qui ont 20 ans d'existence. Donc, pour le coup, ce seraient des entreprises qui devraient être à un niveau de compétence, d'efficacité, ainsi de suite, pour lesquelles on espérait que ce soit une entreprise qui meurt demain. Au contraire, moi je veux que l'entreprise, que ça fait 20 ans que la maman est là, qu'elle a construit de ses propres mains l'entreprise et maintenant évolue, elle a une dizaine d'employés et ainsi de suite, que le niveau de qualité augmente pour que quand l'entreprise internationale va rentrer, on a notre géant de 20 ans qui est là, qui peut faire quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on a des entreprises africaines qui sont là, qui datent de 20 ans, la plupart d'entre elles, elles vont se faire manger dans les 10 ans. Elles vont mourir parce que soit déjà le directeur de la boîte est devenu trop vieux, ou la directrice est devenue trop vieille, elle n'a plus nécessairement les reins solides, ses enfants ne veulent pas rentrer pour s'occuper de récupérer le business, ou alors quand ils rentrent, ils le font mal. Elle n'a pas mis en place le management suffisant pour pouvoir gérer son entreprise, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de véhicule de marketing, il n'y a pas de véhicule d'embauche, il n'y a pas de véhicule de partenariat, donc tout est dans n'importe quel sens. En tout cas, ce qu'on peut dire, il y a des entreprises qui sont vraiment de qualité et qui ont vraiment une grosse expertise, qui arrivent en Afrique, est là. qui arrivent vraiment en Afrique dans les prochaines années et qui sont déjà en train d'arriver dans plusieurs pays. Et qui vont prendre beaucoup de parts de marché. Qui vont prendre beaucoup de parts de marché. Beaucoup. Et c'est dommage qu'on soit en retard aussi. Parce que dans quelques années, comme ils le disent, on sera nos propres locataires chez nous. Quoi, en fait. Donc pour moi, c'est ces 3 aspects en tout cas. Vision, véhicule, vertu. Si les entreprises africaines travaillent sur ces 3 aspects-là, on n'a rien à craindre, on va pouvoir rattraper le niveau des autres. Quel que soit le manque d'électricité, d'eau, ainsi de suite, on va innover, on est capable d'innover dans ces domaines-là. Au mieux, j'aimerais que des membres de la diaspora rentrent en Afrique et rachètent ces entreprises tenues à l'ancienne par des gens qui étaient là, qui avaient d'autres systèmes et viennent moderniser. Ça, ce serait le meilleur cas. J'ai plein de cas comme ça que je vois se passer de plus en plus. Mais aux entreprises africaines présentes au niveau local et qui ont une expérience depuis longtemps et qui ne font pas attention à ces 3 piliers, je dis venez qu'on travaille ensemble. On a besoin de travailler sur ces piliers et voilà. JB, merci d'avoir accepté l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui aimeraient entrer en contact avec toi ou alors ta structure? Si vous êtes une entreprise en France, j'ai ma startup qui s'appelle Landbox.io. Nous offrons des solutions de paiement et de financement pour les entreprises qui sont présentes en Europe, notamment en France en particulier. Donc si vous voulez offrir à vos clients du paiement plusieurs fois, du virement instantané, ainsi de suite, tout dans une seule plateforme, c'est ce que mon entreprise Landbox.io fait. Vous pouvez taper www.landbox.io sur Google et vous nous trouverez totalement, vous pouvez nous contacter et on vous met en place cette solution tout en un. Maintenant, pour les entreprises qui ont besoin d'accompagnement stratégique sur les 3 piliers que j'ai présentés ici, vision, véhicule, vertu, que vous soyez des entreprises en Europe ou des entreprises en Afrique, vous pouvez me contacter. J'ai mon agence de marketing mwesi14.com, mwesi14.com. Peut-être que vous pouvez mettre les liens quelque part. Oui, on mettra les liens. De toute façon, on peut te retrouver sur Prestataire Africa également. Exactement. La plateforme y est déjà. Donc, on pourra faire en fait une discussion stratégique où on verra quelles sont vos problématiques, sur lequel de ces 3 piliers vous n'êtes pas encore assez performant, pour pouvoir travailler ça. Il y a 2 façons dont je travaille avec les entreprises. Les accompagnements stratégiques. Donc, j'ai un à 2 ateliers que je fais en présentiel en Belgique tous les mois, qui permettent justement aux gens de venir, des entreprises qui sont en place, qui sont dans de la diaspora et même d'ailleurs, j'ai des clients de la diaspora, mais aussi des clients d'Europe et des États-Unis. Mais notamment, si vous êtes une entreprise en Europe et que vous voulez venir en présentiel, on a des workshops de 2 jours, 2 à 3 fois par mois, où on travaille l'approfondissement de ces sujets de stratégie marketing, qui permettent d'avoir véhicule, vision et vertu efficacement déployés. Si vous êtes une entreprise en Afrique, on peut travailler en distanciel. Donc, j'ai quelques clients en Afrique
Mon agence de marketing est au Congo. Donc on travaille en distanciel entre Congo, Belgique et puis le pays dans lequel vous êtes pour déployer justement une stratégie de marketing efficace. C'est généralement 3 mois d'accompagnement. Et pendant ces 3 mois, on prend votre entreprise, on la retourne totalement et on la met carré sur ces 3 aspects. Et c'est tout type d'entreprise, qu'elles viennent commencer petite ou vous avez une cible exacte? Pour les entreprises en Europe, je travaille avec tout type de clients. Okay. Pour les entreprises en Afrique, je ne travaille qu'avec des clients qui ont déjà du chiffre d'affaires. Donc généralement, c'est des entreprises qui en font entre 50 000 euros et 100 000 euros de chiffre d'affaires. En Afrique Oui, entre 50 000 euros et 300 000 euros de chiffre d'affaires en Afrique. Et on travaille pour passer le cap des 1 million d'euros. Donc, généralement, voilà. Et tu les accompagnes sur tous ces aspects que tu viens de citer. On travaille sur ces 3 piliers, vision, véhicule, vertu, d'une façon assez particulière. Et en réalité, chacun de ces 3 piliers a 3 composantes à l'intérieur sur lesquelles on travaille. Donc on a 9 workshops, puis un accompagnement sur la durée qui permet justement d'approfondir ces sujets. Et du coup, l'article dont tu parlais là, du coup, tu l'as mis quelque part? On peut le retrouver? Oui, on peut le retrouver. C'est caché dans mon LinkedIn, mais je pourrais mettre un lien. Tu pourrais mettre le lien ou ça peut être pour les personnes qui n'ont pas écouté, mais juste lire l'article, ils comprendront. Merci à JB, merci beaucoup. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et d'aller sur la plateforme Prestataire Africa pour la recherche de vos prestataires.